Ça s'est passé ici, en Casamance, sous Aline Sitoé Diatta, quand les hommes voulaient accéder à la décision, à la demande de l'administration coloniale de donner le riz, les femmes ont dit non, on ne donnera rien. Et ça fit une résistance féminine qui a été magnifiée par notre grand cinéaste Sembène Ousmane Emitaï, de la résistance féminine en milieu casamancé. On peut donner d'autres exemples aussi, au Dahomey, Ander, voilà, etc., etc. Donc, la nécessité de connaître notre histoire, donc dans l'éducation, et que ce soit aussi quelque chose de répandu, parce qu'autant on le trouve, rien qu'au Sénégal, on le trouve dans le Wallo, il y a des cas dont on m'a parlé au Fouta, antérieur Ander, on le trouve en Casamance, mais si on va au Mali, c'est la même chose. Si on va au Niger, il y a un très beau film d'ailleurs sur, comment elle s'appelle la dame? En tout cas, c'était la résistance féminine, donc les femmes sont allées dans la lutte contre la colonisation avec Ndate Yalla, qui a dit à Faidherbe, peut-être que Saint-Louis t'appartient, peut-être que le Kayor appartient au Damel, mais le Wallon m'appartient à moi et à moi seul, n'est-ce pas? Donc les femmes se sont beaucoup impliquées, de l'Égypte antique à l'Afrique précoloniale, antérieurement à toute intégration, comme disait mon maître à penser, Cheikh Anta Diop. Alors il ne faut pas aujourd'hui, au XXIe siècle, les mettre de côté. J'en profite pour contester encore que dans le gouvernement de Diomaye, il n'y ait que 4 femmes sur 30. C'est un recul extraordinaire et ce n'est pas acceptable. Et hommes et femmes doivent lever la voix pour dire non au recul de la participation des femmes, parce que ce n'est pas seulement une période récente, mais depuis 1864, avec Ndate Yalla au Wallo, avec Aline Sitoé Diatta au Dahomey, avec la reine Anzinga, la reine Poko en Côte d'Ivoire, etc., etc. Il ne faut pas annihiler cette contribution des femmes à la défense de l'Afrique et à sa reconstruction après les indépendances. Donc je disais, après cette grande digression, qu'il y a une nécessité d'apprendre l'histoire du panafricanisme, parce qu'on en parle beaucoup, mais il y a beaucoup de choses qu'on en ignore, on ne va pas en profondeur. Donc, non seulement cette résistance africaine en Afrique contre l'esclavage, contre la colonisation, mais une partie des descendants de ces résistants et résistantes africaines qui se retrouvent en Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu'en Europe, reprendront le flambeau de la résistance africaine contre la domination et contre l'aliénation culturelle et identitaire. C'est ainsi qu'entre autres, ils organiseront différentes conférences. La première conférence panafricaine en 1900. La première conférence panafricaine, c'était en 1900 à Londres. La deuxième conférence, dénommée Congrès, on ne parle plus de conférence, le Congrès à Paris, en 1919. Le troisième congrès en 1923 à Londres, une fois de plus, et donc une autre partie à Lisbonne, en 1923. Le quatrième congrès, c'était en 1927 à New York. Le cinquième congrès à Manchester, en Angleterre. Notons que ce congrès fut le dernier après la Seconde Guerre mondiale, 1934-1935, fut le dernier que le mouvement panafricaniste a tenu hors du continent africain. Il est marqué par l'émergence de nouveaux leaders panafricanistes que sont Georges Padmore, Kwame Nkrumah. Il est considéré comme l'un des plus importants des congrès sur le plan politique. Les délégués de représentants de 5 organisations revendicatrices avec insistance l'indépendance formelle des pays africains. Le panafricanisme n'est plus alors l'affaire de petits groupes d'intellectuels et en Occident, il s'opère au déplacement des modèles
d'un monopole occidental au cœur de l'Afrique. Son assise politique et sociale est désormais vers les nouveaux groupes sociaux. Comme le Ghana fut le premier pays en Afrique de l'Ouest à se soustraire du joug colonial, dans son discours d'investiture, le président Kwame Nkrumah affirma que, je cite, « L'indépendance du Ghana n'a pas de sens si elle n'est pas liée à la libération totale de l'Afrique. » Fin de citation. 6 mois après, soit le 15 avril 1958, il accueillit la conférence des États indépendants d'Afrique à Accra. C'est cette rencontre à laquelle assistera beaucoup de leaders africains qui conduira à l'accélération de la décolonisation qui eut lieu dans les années 60. Et c'est celle-là qui a donné la création de l'Organisation de l'Unité africaine. À mon sens, on est en ce jour historique de la célébration de la journée de l'Afrique, de la libération africaine. Il est opportun de rendre hommage aux panafricanistes précurseurs tels que Edward Wilmot, dont on parle très peu, Blyden, Joseph Antenor Firman d'Haïti, et aux organisateurs de ces congrès de l'histoire, tels que Benito Sylvain de Jamaïque, William Edmond Burger, très connu d'ailleurs sous le nom de Dubois, des États-Unis, etc. Qui ont eu à arracher beaucoup de droits pour les Africains, autant en Afrique que dans ces diasporas, les diasporas de l'exil, c'est-à-dire ceux qui ont été arrachés de leur terre et conduits en Amérique, en Europe et ailleurs, dans les Caraïbes, dans les Antilles, etc., etc. Donc il est important, comme disait M. Diallo, de rendre hommage à nos prédécesseurs. C'est grâce à eux que nous sommes là aujourd'hui et non pas les chaînes au cou ou au bras. Le continent est cependant aujourd'hui confronté à la néocolonisation contre laquelle il faudrait lutter, comme nos ancêtres ont eu à lutter contre l'esclavage, contre la colonisation. C'était des systèmes contre l'apartheid, c'était des systèmes beaucoup plus forts, beaucoup plus structurés. Alors il y a des possibilités de fissurer le néocolonialisme et de se libérer de ce néocolonialisme qui nous tient encore un peu. Toujours dans le cadre de cette éducation citoyenne à la citoyenneté africaine, il est important de bien saisir les stratégies de domination et d'aliénation culturelle et de savoir comment s'en libérer. L'auteur Martin Moore souligne l'apport de Cheikh Anta Diop dans ce domaine. Il dit, en 1948, un jeune Sénégalais de 25 ans à Paris, depuis 2 ans seulement, Cheikh Anta Diop publie un article dans la revue du musée de l'histoire, du musée vivant, sous le titre « Quand pourra-t-on parler de renaissance africaine ?» C'est bien par la culture qu'il faut donc lire la formulation d'un projet politique, autant que d'une mémoire historique, l'énonciation du premier climatisation. Pour ce faire, Cheikh Anta Diop offre aux Africains un outil de décolonisation mentale. Comme il le dit, l'adversaire vous tue intellectuellement. Il vous tue moralement avant de vous tuer physiquement. Mais c'est de cette manière que l'on a fait disparaître des groupes entiers. On vous nie en tant qu'être moral. On vous nie en tant qu'être culturel. On ferme les yeux sur l'évidence. L'évidence, c'est que Bouba Diop, qui fait l'histoire, est autant grand historien que notre historien français ou anglais ou allemand. C'est le cas dans tous les domaines, n'est-ce pas? On développe chez vous des réflexes de subordination. Et si on ne se libère pas de cet énoncé, on ne s'émancipe pas
de cette situation de subordination, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut, dit Cheikh Anta Diop. En d'autres termes, Cheikh Anta montre avec des preuves scientifiques que les Africains étaient à l'origine, mais il faudrait donc développer la conscience historique, c'est-à-dire ne pas toujours, comme disait l'autre jour, Amadi Bokoum, il faut qu'on sorte de Berlin. Il y a le président Wade dans Un destin pour l'Afrique qui disait un livre, aussi académique qu'il soit, s'il me parle plus de domination que de résistance, je m'en détourne. Donc, il faudrait parler des résistances de nos ancêtres, des résistances de nos pères, des résistances de nos mères, mais il faudrait connaître cette histoire-là. Donc, l'œuvre de Cheikh Anta Diop avait déjà semé les graines de notre libération. Pour ce faire, Cheikh Anta Diop a exhorté aussi la jeunesse africaine, je tiens à vous le dire, à acquérir un maximum de connaissances. Armez-vous de la science. À formation égale, la vérité triomphe. Et c'est parce qu'il avait une formation égale avec les autres Égyptiens qui ont préparé en 2 ans, on a choisi les plus grands égyptiologues du monde. Ils étaient 19 contre lui seul, assisté à peine de Théophile Obenga qui était encore son disciple. Et il triompha. Donc, apprenons notre histoire. Sachons que si on parle de la bonne gouvernance, ce n'est pas les Blancs qui nous l'ont apporté. Sachons que si on parle d'égalité femmes-hommes, ce n'est pas les hommes qui nous ont parlé. Depuis la reine Hatshepsut, qui était reine déesse, la reine de Saba, 9 siècles avant Jésus-Christ, la reine Candace qui fit fuir Alexandre, les femmes étaient au pouvoir. Et en Afrique, c'est la même chose avec les Ndateyala, Aline Sitoé Diatta, la reine Pokou de la Côte d'Ivoire, l'ancêtre de Houphouët-Boigny, la reine Anzinga, etc., etc., etc. Donc, l'une des éducations à la citoyenneté africaine, c'est de connaître l'histoire du continent, c'est de connaître notre passé qui est en fait un passé glorieux, n'est-ce pas, sur tous les plans, et de nous débarrasser de ce que 4 siècles nous ont apporté par rapport à 3500 ans d'histoire. Revenons à nous-mêmes pour être fiers, parce qu'on dit de plus en plus gëm sa bopp, mais balaa ngay gëm sa bopp nga xam sa bopp, te balaa ngay xam sa bopp tu t'appropries de ton histoire. Je vous remercie.